Bonjour les cinquièmes, nous allons travailler aujourd'hui sur la continuité de notre cours sur l'affirmation du pouvoir royal en France entre les 15e et 17e, 18e siècles. Lors du dernier cours, nous avions expliqué que Henri IV a tenté de remettre de l'ordre en France après les guerres de religion. Il a essayé de mettre en place un règne plus tolérant et surtout de renforcer son pouvoir et de remplir les caisses. Lors de son assassinat, la situation va un petit peu se compliquer. Son fils va monter sur le trône, Louis XIII. C'est un jeune roi encore qui n'est pas dans l'état de régner. On va donc mettre en place une régence dirigée par sa mère, Marie de Médicis. Les rapports entre Marie de Médicis et Louis XIII seront exécrables durant tout le règne de ce jeune roi. Il va y avoir un certain nombre d'intrigues, la reine-mère cherche à accaparer le pouvoir, refuse de lui rendre, et finalement ce qui va lui permettre de s'affirmer, c'est l'émergence d'un homme important, d'un premier ministre, on pourrait appeler ça, qui s'appellera le cardinal de Richelieu. Pourtant apporté par Marie de Médicis, il va décider de soutenir le jeune roi. Et ensemble, ils vont remettre de l'ordre en France, ils vont mettre de côté la reine-mère, ils vont tenter aussi de limiter le pouvoir accordé aux nobles et aux protestants lors de l'édit de Nantes et lors des concessions accordées par Henri IV. Ce règne de Louis XIII, c'est pas celui sur lequel on s'attache le plus souvent. Les connaissances qu'on en a, elles sont un petit peu faussées. Elles sont généralement au travers finalement d'un roman très important qui s'appelle Les Trois Mousquetaires, que vous avez lu, que vous avez vu en dessin animé, en série, en film, il y a eu plein de versions différentes, qui transforment un petit peu la réalité, mais qui donnent un petit peu une idée. Richelieu est un Premier ministre fort, le roi se repose beaucoup sur lui, mais ils travaillent énormément ensemble. Louis XIII est marié à une Habsbourg, Anne d'Autriche, qui, comme son nom l'indique, est espagnole, et contrairement à ce qu'on a dans le roman, finalement, Richelieu et la reine ne sont pas en guerre perpétuelle, même s'ils ne s'entendent pas très très bien. Par contre, les fameux mousquetaires, cette armée de jeunes nobles désargentés, va travailler pour le roi de France et pour Richelieu. L'alliance matrimoniale qui va être organisée entre la France et l'Espagne est très, très importante pour le royaume. Ça va permettre de limiter pendant un temps les guerres avec les Habsbourg et de se retourner vers un autre ennemi qui commence à nous poser de sérieux soucis, c'est l'Angleterre. Cette Angleterre qui soutient les protestants, cette Angleterre aussi qui commence un peu à lorgner sur les colonies qu'on a pu mettre en place en Amérique, et notamment au Québec ou en Acadie. Richelieu et Louis XIII vont donc s'assurer de renforcer le pouvoir royal, de restaurer la position royale, ils vont continuer à renflouer les caisses, et à la fin du règne de Louis XIII, Richelieu s'éteint à peu près au même moment, et c'est un règne finalement qui aura été efficace, même s'il est souvent sous-estimé, mais qui aura préparer le terrain pour la suite. Si le roi et la reine ont eu du mal à avoir des enfants, la continuité est assurée. Ils ont deux fils à la mort de Louis XIII. Le jeune Louis XIV, qui monte sur le trône, il a à peine 5 ans, donc il faut organiser une nouvelle régence, et il a un petit frère pour s'assurer d'une autre continuité s'il y a un problème. La nouvelle régence, elle ne va pas forcément être très populaire, puisqu'elle s'organise entre la reine-mère, une espagnole, donc une Habsbourg, pas très populaire en France, et le cardinal de Mazarin, qui est un Italien, toujours pas très populaire depuis déjà quand même finalement presque un siècle en France. Donc cette régence va très rapidement s'attirer l'antipathie des nobles et de la population. Pourquoi? Parce que pour défendre la France, il lève des impôts, il s'assure que finalement la continuité est assurée, et on va accuser la reine et Mazarin d'à peu près tous les problèmes qui peuvent toucher le royaume. Au point qu'on va mettre en place une fronde, une tentative de s'opposer à cette régence. On va même tenter de capturer le roi pour soi-disant le protéger. Dans la réalité, les grandes familles nobles voulaient accaparer le pouvoir. Cette fronde, elle va avoir un certain nombre de conséquences, puisqu'on va se retrouver dans une situation de guerre civile. Mazarin, Anne d'Autriche et le jeune Louis XIV, obligés finalement de s'imposer à la noblesse, de s'imposer aux provinces, face à la noblesse la plus aisée, notamment la cousine du roi. Et on va avoir aussi les grandes provinces et Paris qui vont s'opposer. Anne d'Autriche sera même obligée de quitter Paris en urgence, en pleine nuit. Le jeune roi va assister à cette scène et va être très largement conditionné par ça. Il va se méfier à partir de ce moment-là des Parisiens, qu'il voit comme des séditieux, des gens qui vont pousser toujours à la révolte. Il va se méfier aussi de la grande noblesse. Et pendant tout son règne, il fera toujours tout pour museler les Parisiens, museler la noblesse et les soumettre à sa volonté, les soumettre à son propre pouvoir. Cette fronde, elle va se solder par un succès de Louis XIV, qui va arriver à prendre le contrôle du royaume, mais qui va rester finalement sous la tutelle de Mazarin jusqu'à sa mort. Une fois
que Mazarin est mort, par contre, Louis XIV va changer largement sa politique. Il va décider que désormais, il n'a plus besoin d'un Premier ministre pour le suppléer. Il va prendre les décisions lui-même. Il va s'affirmer et refuser trop de pouvoir à ses ministres. Notamment celui qui aurait dû devenir le personnage le plus important du royaume, Fouquet, par jalousie, par intrigue et aussi par stratégie politique. Louis XIV va l'évincer, va le faire arrêter, va confisquer l'ensemble de sa fortune et de ses terres pour son avantage propre. À partir de là, Louis XIV va décider que c'est lui le roi, qu'il a été choisi par Dieu, donc il est roi par droit divin, et surtout il exige l'obéissance absolue de la population, de la noblesse, son soutien, et il va décider que petit à petit, finalement, il a le droit de régner seul. Il est le seul maître du royaume de France. On continuera ça la prochaine fois. On va voir finalement comment Louis XIV va petit à petit s'affirmer dans son pouvoir, comment il va au final devenir ce qu'on appellera le roi soleil et mener une politique de grandeur, et on pourrait parler d'une politique de propagande. Je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve la prochaine fois pour la dernière vidéo. Bonne journée à tous.